Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Le Brésil et la Colombie ont récemment fait parler d'eux dans les médias français. L'un pour la déforestation de l'Amazonie et les incessants feux de forêt, l'autre parce qu'elle a été l'hôte de la COP16 de la biodiversité à l'automne dernier. L'occasion de pointer du doigt les dangers rencontrés par sa propre biodiversité. Quant au Costa Rica, il est souvent cité comme exemple de pays écologique, avec environ un quart de sa superficie classée comme réserve naturelle. Mais au-delà de ces images d'épinal ou catastrophistes, comment s'appliquent concrètement les politiques environnementales et climatiques dans ces différents pays ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Juliette Astorg et Livia Khalil. Juliette Astorg est doctorante en sciences politiques à l'université Sorbonne Nouvelle, rattachée au CREDA, sous la direction de Camille Guaran. Sa thèse s'intitule « Compter et payer pour l'environnement, les professionnels de l'Agence française de développement et la fabrique au quotidien de l'action publique entre Paris, San José et Bogota ». Livia Khalil est également doctorante en sciences politiques à l'université Sorbonne Nouvelle ainsi qu'au CREDA, mais sous la direction de Gilles Massardier, en co-tutelle avec l'université de Sao Paulo sous la direction d'Eduardo de Lima Caldas. Sa thèse s'intitule « L'agro est tech, l'agro est pop, l'agro est décarboné ». Un regard sur la climatisation des enjeux agricoles au Brésil. Bonjour Livia, bonjour Juliette, merci d'être avec nous autour du micro de la Panaméricaine. Donc pour pas déroger à la règle qu'on a instaurée et qui se perpétue au fil des épisodes, on va d'abord vous demander quelle a été votre trajectoire jusqu'à vos sujets de thèse respectifs. Juliette, vas-y, je t'en prie. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai fait mon mémoire à l'IHEL, donc l'Institut des hautes études d'Amérique latine, sur la modernisation écologique. Donc c'était l'idée de rendre compatibles les dynamiques marchandes et le capitalisme avec la protection environnementale au Costa Rica. Et je me suis intéressée aux interactions entre l'UNESCO, donc cette organisation des Nations Unies sur la science et la culture, et une fondation costaricienne qui s'appelle la Fundecor, qui est la fondation costaricienne de développement durable de la cordillère volcanique centrale. Et en fait, à partir de là, j'ai cherché un contrat de thèse et j'ai eu un contrat à l'AFD, l'Agence française de développement, qui est l'opératrice principale de la France sur l'aide au développement. Et là, j'ai eu envie d'explorer plutôt la fabrique au quotidien de l'action publique environnementale, cette fois en comparant le Costa Rica et la Colombie. Et je me suis petit à petit concentrée plutôt sur les professionnels de l'AFD pour en faire une sociologie. Et cette comparaison-là m'intéressait justement pour pouvoir voir comment dans des contextes très différents, avec des trajectoires historiques des États qui sont différentes, on a quand même des écosystèmes très similaires dans les deux pays avec une continuité écologique et géographique qui était intéressante à comparer sur notamment des instruments d'action publique. Et moi je me suis un peu intéressée au paiement pour services environnementaux, qui est en fait un instrument qui vise à payer des personnes pour qu'elles ne coupent pas leur forêt. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Livia, comment ça s'est passé ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine et Marie pour cette invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer à la Panaméricaine. Alors, pour reprendre un petit peu ce que Juliette a dit, moi aussi j'ai fait mon master à l'IHEL. Et je dirais que l'histoire, le parcours de comment je suis arrivée à mon sujet de thèse actuel n'est pas super sexy. Parce que c'était vraiment, on va dire, une adaptation scientifique. Donc j'ai fait mon master en 2016 sur la construction de la politique nationale d'agroécologie et production biologique au Brésil. Donc à la base, je me suis intéressée à l'agroécologie, donc aux idées autour de ce qu'on pourrait considérer comme un rassemblement d'agriculture alternative. L'agroécologie qu'on peut apercevoir, un mot un peu fourre-tout
qu'on a un peu du mal à définir, parce que ça peut être considéré comme étant vraiment une pratique agricole, mais qui peut aussi être caractérisé comme un mouvement social ou bien un projet politique. Donc je suis allée observer le processus de construction de cette politique qui a été collectif, et j'ai pu observer les différents acteurs qui se sont impliqués dans cette construction. À la suite, j'ai voulu continuer mon parcours et rentrer en thèse. Et à la base, mon idée, c'était d'aller étudier l'engagement des femmes rurales, des femmes du nord-est brésilien, et leur implication dans ces mouvements sociaux liés à l'agroécologie, et comment leur engagement pouvait ou pas impacter la construction des politiques publiques adressées à eux. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce projet, j'ai été mise en contact avec mon actuel directeur de thèse, Gilles Massardier, qui à l'époque faisait déjà des recherches sur les changements climatiques. Et quand on a commencé à discuter, il m'a dit « Livia, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de plutôt recadrer ta recherche et d'essayer de comprendre comment les injonctions climatiques globales se présentent aujourd'hui dans les politiques agricoles brésiliennes ?» Au début, j'étais un peu... j'étais pas sûre de si c'était ça que je voulais, parce que bon, quand on va faire une thèse, il faut qu'on soit à fond sur le sujet, quoi. Mais comme j'avais travaillé dans un projet collectif sur la COP21, je me suis dit, bon, c'est quand même un sujet que je connais un petit peu, que je suis un peu familiarisée, et du coup, ça m'a tentée. Et au début, je pensais que j'allais retrouver vraiment une dispute politique entre deux projets, deux visions agricoles différentes, donc qui opposeraient l'agrobusiness, donc une vision d'une climatisation agricole par l'agrobusiness et une vision d'une climatisation agricole par l'agroécologie et la petite agriculture. Mais finalement, en arrivant sur le terrain, je me suis vite rendu compte qu'aujourd'hui, la principale politique dédiée au changement climatique et pour l'agriculture au Brésil, elle est vraiment plus appropriée par l'agrobusiness. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée là. Mais merci, ça fait un petit pont avec... on va pas en parler forcément aujourd'hui, mais ça fait un pont avec notre épisode sur les pratiques agricoles et spiritualité, où on a pas mal parlé d'agroécologie avec Sébastien Carcel. Oui. Donc même si on n'en parlera pas aujourd'hui, je vous invite très fortement à écouter aussi cet épisode. Donc là, on passe de l'agroécologie à l'agrobusiness. Les deux revers de la monnaie. Voilà. Olha teu nome é amor, tu não brilha em candeia, tem cheiro de flor e sorriso que é pera. Alors Livia, justement tu parlais de climatisation donc de l'agriculture, mais est-ce que tu pourrais revenir, et toi aussi Juliette, sur justement les différences que vous faites entre les enjeux environnementaux et les enjeux climatiques, quelle différence de définition on peut établir entre ce terme d'environnemental et plutôt ce terme de politique d'action sur le climat, et comment vous allez aborder ces deux notions, ces deux dimensions en fait dans vos recherches. Juliette, si tu veux... Oui, en fait, souvent, dans les organisations, on a une séparation entre l'environnement, parfois souvent le climat plutôt, et d'un autre côté la biodiversité. Par exemple, en termes de secteur d'intervention dans les organisations, c'est souvent séparé, avec des professionnels aussi qui sont différents, qui ont des compétences différentes. Et ça renvoie pas exactement aussi aux mêmes voies de financement, notamment à l'international. Et c'est pas exactement les mêmes arènes aussi où sont discutées en termes de négociations internationales les questions de biodiversité et les questions plutôt climatiques. Or, en fait, moi ce que j'ai pu constater en arrivant sur le terrain, c'est que dans la réalité, ces différents enjeux se croisent et s'imbriquent. Et donc j'avais à cœur d'essayer de ne pas resserrer trop la thèse sur l'enjeu climatique, quand bien même moi mon contrat a été avec l'AFD, donc mon sujet de thèse portait sur les enjeux plutôt climatiques, puisque l'enjeu était d'aller regarder la transition bas carbone, donc derrière le carbone on a des émissions de CO2, donc plutôt les enjeux climatiques.
Et en arrivant sur le terrain, comme j'ai voulu travailler plutôt cet instrument de paiement pour services environnementaux, donc lorsque on a une incitation qui paye des personnes pour qu'elles ne coupent pas la forêt, en fait on a des enjeux climat qui sont présents. Par exemple la forêt c'est un espace, un lieu de stockage du carbone, et en même temps il y a de forts enjeux de protection de la biodiversité. Donc pour le cas costaricien, où moi j'ai pu mener une partie de l'enquête de terrain, on avait du stockage de CO2 et en même temps la conservation de la forêt permettait de conserver des lieux de vie pour certaines espèces, comme le cas des lapas verdes au Costa Rica, qui sont très importantes. Ce sont des perroquets verts extrêmement beaux. On a souvent en tête les lapas rouges, qui sont ces couples de perroquets qui se baladent, et là c'est un peu les mêmes, disons, mais verts, qui sont en voie de disparition au Costa Rica et qui ont besoin d'un certain fruit produit par un arbre qui s'appelle l'almendro. Et donc si on a des parcelles qui sont conservées avec justement cette espèce d'arbre, on peut avoir les fruits et donc donner de l'alimentation à ces espèces de perroquets. Voilà, ça renvoie après à des questions différentes en termes d'inscription dans tout le régime climatique, que ce soit sur les questions plutôt forestières de mon côté, les questions plus agricoles du côté de Livia. Donc là il y a des histoires un petit peu différentes dans chacun des cas. Peut-être pour raconter un petit bout sur la forêt, moi je m'intéresse plutôt à l'enjeu forestier, et c'est une question qui s'est construite politiquement sur la scène mondiale progressivement, qui est plus ancienne que la question agricole en termes d'intégration dans le régime climatique, où dès les années 1980, on a déjà une construction de cet enjeu comme un problème public mondial, avec une structuration de la politique mondiale sur les forêts, en particulier sur les forêts tropicales, qui attirent le regard de la scène internationale. Notamment parce qu'il y a des forts enjeux de déforestation. L'Amazonie est l'exemple emblématique où on commence à avoir un regard porté sur cet écosystème-là. Et en même temps, on a des fortes pertes de surface forestière sous les tropiques. Là, je reprends un ouvrage de Marie-Claude Smoot sur les forêts tropicales qui fait date en 2001 et qui explique qu'au début du 19e siècle, on avait 3,5 milliards d'hectares de forêt, et on passe à la fin du 20e siècle à la moitié. Donc il y a une perte drastique en 2 siècles de la surface forestière. Et face à ces taux de déboisement élevés, on a un intérêt croissant pour protéger ces forêts. En plus, ça correspond à des territoires souvent de pays en développement, donc on a des enjeux qui se croisent sur les questions de conservation de la forêt et des enjeux plutôt de développement. Et petit à petit, on peut comprendre aussi qu'il y a un croisement entre des enjeux climatiques et des enjeux de conservation de la forêt, puisque on comprend que la forêt est un espace hyper divers, avec beaucoup d'espèces animales, des écosystèmes, des essences d'arbres très précieuses sur le plan écologique, et qu'en même temps ça permet beaucoup de stockage du carbone dans le sol et dans les arbres aussi, les feuilles, etc. Donc c'est à ce moment aussi que se construit que la question plutôt des forêts tropicales notamment entre dans des négociations internationales qui portaient plutôt sur le réchauffement climatique. C'est là qu'aussi on va avoir des négociations internationales qui vont commencer à se structurer, avec notamment le protocole de Kyoto qui en 1997 commence à proposer des mécanismes justement qui lient climat et protection forestière, et au-delà enjeux environnementaux plus largement. Donc c'est peut-être pour expliquer un tout petit peu ce mécanisme de développement propre qui émane de ce protocole de Kyoto. C'est des mécanismes qui permettent aux pays industrialisés, qui sont fortement émetteurs par leurs industries, etc., avec des entreprises émettrices, qui vont pouvoir compenser leurs émissions de carbone par l'intermédiaire de crédits carbone, qui sont souvent délivrés par la Banque mondiale ou le système onusien, pour ensuite aller compenser dans des pays en développement avec beaucoup de forêts, pour mener des projets par exemple de reforestation, de conservation de la forêt sur des assez grandes surfaces, pour compenser justement ces émissions produites au nord. Donc là on a toute cette logique aussi de la compensation entre le nord et le sud qui fait beaucoup de débats.
qui est loin d'être satisfaisante aussi. Et comme en parle aussi Marie-Claude Smoets, qui est parfois pas forcément une garantie contre la déforestation non plus. Donc il y a beaucoup de débats par rapport à ces mécanismes-là. Et on voit que petit à petit, les deux régimes s'entremêlent avec l'avènement d'un référentiel commun dès 1992. On a la conférence de Rio qui est très importante sur le plan environnemental, où va émerger aussi la notion de développement durable. Et à partir de là, on a une série d'instruments économiques et financiers qui vont vraiment prendre de l'ampleur. Et l'instrument qui moi m'intéresse, le paiement pour service environnemental, date des années 1990, mais il entre clairement dans cette philosophie-là de ces instruments qui visent à inciter des changements de comportement, mais par le volet financier et économique. Contrairement à d'autres instruments qui étaient plus portés sur la régulation, sur la loi, avec des parcs naturels qui passent plutôt, des aires de conservation qui passent par le régime plutôt de la loi. Et pour en citer on a un instrument en particulier qui aujourd'hui dans les années 2005 et ensuite s'est structuré, c'est le programme RED de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est un gros programme donc, qui a été lancé à partir de la COP 11 à Montréal et qui prévoit justement des compensations un peu du même ordre avec des surfaces forestières au sud qui peuvent être conservées par des crédits carbone justement émis par rapport à des gros émetteurs dans les pays du Nord. Est-ce que ça se recoupe un petit peu les politiques, enfin l'histoire des politiques appliquées aux forêts et avec celle appliquées plutôt à l'agriculture ou pas vraiment? Oui, tout à fait. Mais si je peux me permettre, je voulais juste revenir un peu sur la question que vous avez posée. Donc cette distinction, si on pouvait faire une distinction entre politique environnementale et politique climatique, c'est une question super pertinente et qui me donne envie de revenir un peu dans l'histoire de la construction de ces arènes internationales onusiennes, comme l'a très bien dit Juliette, pour encadrer toutes ces questions. Alors si on parle de problèmes environnementaux, on peut penser à des choses basiques, dont l'aménagement, la prise en charge par les gouvernements nationaux date de la fin du XVIIIe siècle. Donc on va penser à la pollution des eaux, on va penser à la pollution de l'air. Donc avec l'avènement de la révolution industrielle, on commence à être confronté à ce type de situation. Par contre, au niveau international, quand tous les pays ont commencé vraiment à s'engager, à essayer de trouver des moyens de collectiviser la prise en charge de ces problèmes, des problèmes transfrontaliers, on peut penser tout d'abord à la conférence sur l'environnement de Stockholm, qui date de 1972. Donc on commence à comprendre et à échanger sur les problèmes environnementaux de façon large à partir de 1972. Par contre, en ce qui concerne la question climatique, la Convention cadre des Nations Unies va s'établir et va créer donc le régime climatique international en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on va voir un peu ce volet climatique très clair, très net, mais qui va, comme l'a dit Juliette aussi, se chevaucher avec d'autres questions environnementales. On se pose énormément de questions. Est-ce que les changements climatiques sont des faits un problème environnemental ? Souvent, les solutions qui sont proposées au changement climatique, elles disent plus à une question scientifique technique. Donc on va voir cette réflexion vraiment sur comment s'approprier du problème climatique. Et tout à l'heure, je parlais par exemple du terme climatisation. Donc ce terme-là, il va prendre de la force ici, en tout cas en France, à partir de 2016, quand il y a eu lieu la COP 21 à Paris, donc l'accord de Paris aussi également qui a été signé. Et pendant cette COP, un groupe de chercheurs a fait une ethnographie collective de cet espace, donc un espace physique
où on a pu accompagner les négociations, la participation de plus divers acteurs possibles dans ces espaces. Donc un espace cloisonné, dédié au gouvernement et aux équipes de négociation, mais aussi un espace ouvert où a lieu les side events, ce qu'on appelle les side events, où on va retrouver par exemple la société civile, mais aussi tout ce qui est secteur privé, qui vont organiser des événements, qui vont faire ce lien entre leurs activités les plus diverses et les changements climatiques. Donc ce groupe de chercheurs a publié à la suite de cette étude, de cette ethnographie collective, un livre qui s'appelle Globalizing the Climate, Climatizing the World. Donc je peux citer les organisateurs de cet ouvrage, qui sont Stéphane Aïkout, Jean Foyer et Édouard Morena. Et ils proposent cette idée de ce mouvement dialogique. La climatisation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce mouvement dialogique où on voit une prise, une espèce de diffusion du climat de façon globale. Le climat devient pop, devient quelque chose d'incontournable, mais aussi une climatisation de problématiques, d'acteurs qu'auparavant ne faisaient pas partie du régime climatique. Donc on va commencer à voir justement cet entrecroisement de problématiques qui avant étaient définies de façon distincte, de façon séparée de la question climatique, et qu'à partir de là vont se voir obligés de recadrer leur façon de définir leurs problèmes à travers des lentilles climatiques. Et cela aussi est le cas de l'agriculture. Juliette a très bien exposé comment ça s'est passé pour le secteur de la forêt. L'agriculture, c'est un mouvement qui se passe plus récemment. Donc même si l'agriculture a pu être sujet de discussion par rapport à cette question de l'avancement de la frontière agricole, donc en tant que productrice de déforestation, à cause de cet avancement des parcelles productives vers des aires de forêts vierges, de forêts natives. Donc l'agriculture a commencé à être regardée à ce moment-là, où on a eu ce problème de déforestation. Mais par la suite, on s'est très vite rendu compte que l'activité agricole elle-même était hautement émettrice. Donc on peut donner comme exemple le méthane et tous les gaz liés à l'élevage. Donc petit à petit, l'agriculture va être visée comme étant une activité émettrice, mais par la suite aussi, les acteurs de l'agriculture vont se dire « Ok, on participe aux émissions de carbone, mais on peut aussi contribuer à l'atténuation. » Donc c'est à ce moment-là, plus ou moins en 2010, que l'agriculture commence à intégrer les discussions sur les émissions, et plutôt vers 2015 qu'on va voir émerger des solutions liées aux activités agricoles. Et là, on peut penser par exemple à des termes comme Climate Smart Agriculture, qui sont des solutions techniques, donc des pratiques agricoles qui vont être plus climatiquement friendly, si vous voulez, mais aussi d'autres techniques qui vont chercher à atténuer les émissions de carbone, mais aussi adapter l'agriculture aux événements climatiques extrêmes. Et par rapport à ces notions aussi, alors qui rejoignent aussi l'organisation des arènes internationales, qu'en est-il du concept de développement durable ? Alors je crois que ça avait été popularisé, tu l'as dit Juliette, au moment de Rio peut-être, du sommet de la Terre. Est-ce que c'est toujours utilisé ? Puis aujourd'hui on voit aussi dans certains cercles militants le concept de décroissance. Quel est le rapport de ces milieux-là par rapport à ce concept ? J'imagine que dans l'agriculture business, c'est pas trop en vogue. Ah non. Et j'imagine que l'Agence française de développement non plus, c'est pas trop non plus l'idée. Comment ça vous positionnez par rapport à ça ? Effectivement, il y a une succession de mots comme ça, de mots d'ordre des institutions internationales, diffusés dans les arènes internationales et puis après réappropriés par différents types d'acteurs qui ensuite vont entraîner des implications en termes de programmes, de projets, etc.
sur le développement durable, il y a eu vraiment un avènement de cette notion qui ensuite s'est transformée, peut-être avec des notions comme de transition écologique, de transition ensuite bas carbone, plus récemment. Là, on peut sentir le côté, un focus sur les émissions de carbone justement, et peut-être sur cet enjeu climatique plus fortement. D'où mon envie dans la thèse aussi d'aller chercher des enjeux croisés sur la biodiversité, d'autres types d'enjeux environnementaux. Et effectivement, sur la notion plus de décroissance, pour l'AFD, c'est ce que moi j'ai pu percevoir dans mes enquêtes de terrain. En tout cas, il y a plutôt un mot d'ordre autour de la croissance verte, notamment avec les pays d'Amérique latine, pour les 2 pays en tout cas qui m'intéressent pour la thèse. Et effectivement, de ce que j'ai entendu dans des conversations informelles, c'est assez difficile de mener des projets qui porteraient sur de la décroissance ou de parler même de ce terme-là avec des partenaires pour l'AFD qui ont plutôt envie aussi de rattraper, en fait, qui sont plutôt dans cette dynamique de rattrapage en termes de croissance économique par rapport aux pays plus du Nord. C'est sûr, et je pense que ça nous donne un peu envie de revenir un petit peu sur comment du coup en 92 la convention cadre a été établie, sur quel type de principe. Et en fait à l'époque, une chose qui était claire, c'est qu'on ne pouvait pas mettre tous les pays dans le même sac. Parce que les pays du Nord global, comme ils sont passés par la révolution industrielle beaucoup plus tôt que les pays du Sud, les pays dits en développement, que les responsabilités devaient être adaptées aux conditions des pays. Donc à la base de l'accord signé à Rio, c'est que on allait avoir des responsabilités communes mais différenciées. Et pourquoi cela ? C'était ce principe des responsabilités communes mais différenciées, il était très cher aux pays en développement, donc aux pays du Sud, parce qu'ils se disaient les changements climatiques, c'est une théorie, c'est une conspiration des pays du Nord pour éviter qu'on se développe, qu'on puisse croître économiquement et qui veulent nous laisser dans cette perpétuelle dépendance. Donc les négociations ont beaucoup tourné autour de cette idée de partager les responsabilités de façon équitable. Donc l'idée du développement durable, elle vient de ça aussi. C'est comment permettre aux pays en voie de développement de continuer leur croissance. Et donc ce qui permettait justement, c'est de continuer à se développer, mais d'une manière plus consciente, des soucis environnementaux. Et la décroissance dans ces espaces, elle a une entrée vraiment minime. C'est très difficile d'ouvrir de la place pour ces idées de décroissance. Surtout, les idées du Club de Rome, donc The Limits to Growth, dont se basent les notions et les idées de la décroissance, datent de 72. Déjà à la conférence de Stockholm, on parlait de ça. Mais c'est une idée qui rentre vraiment en clash avec notre système capitaliste. Donc il va avoir très peu de répercussions dans ces milieux-là. Surtout si on pense dans l'agrobusiness brésilien, franchement, ils sont pas du tout prêts à décroître. Pas du tout. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que c'était c'était nécessaire et très important de remettre en place les jalons historiques et d'avoir tous ces éléments de contexte. Et après une courte pause musicale, on propose à nos auditrices et auditeurs d'entrer un peu plus dans le vif de vos sujets de thèse respectifs. Super. O teu passo é uma dança, teus olhos estrelas que brilham na noite mais que a lua cheia. Tu que é encantada, em meu peito passeia. Tu que é encantada, em meu peito passeia. Tu que é encantada, em meu peito passeia. Tu que é encantada, em meu peito passeia.
Alors Juliette, Livia, vous venez toutes les deux de la science politique, mais vous avez 2 méthodes assez différentes pour réaliser vos enquêtes. Je crois savoir, Juliette fait plutôt de l'ethnographie et Livia plutôt de l'étude de réseau à partir d'entretiens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer toutes les deux comment vous fonctionnez, comment vous menez l'enquête en fait dans ces 2 sujets de thèse et en quoi ces 2 méthodes sont quand même assez complémentaires? Oui, on a des méthodes de recherche, je crois, très complémentaires, effectivement. On étudie toutes les deux quand même des politiques publiques, moi peut-être avec une fenêtre plus sur les professionnels de la coopération internationale. On peut dire, oui, que j'ai une méthode de type ethnographique qui s'inspire beaucoup des méthodologies appliquées en anthropologie, par exemple, avec l'idée d'être au plus près des acteurs pour essayer de comprendre quel est le sens que ces personnes mettent dans leurs actions, leurs représentations aussi. Voilà, donc pour ma part, j'ai commencé la thèse au siège de l'AFD, donc à Paris, où là j'avais une méthodologie pas forcément très conscientisée, où je prenais beaucoup de notes dans des carnets de terrain, sur des conversations informelles, dans les couloirs, avec quelques observations, des réunions de travail, surtout au département de la recherche où j'étais, et un peu des entretiens aussi avec notamment des chefs de projet, des prêts que l'AFD octroie aux États, donc colombiens et costariciens, et puis un petit peu aussi d'entretien avec des responsables pays, donc ce sont les personnes qui sont coordinatrices de tout ce qui se passe en fait à l'AFD pour la Colombie, et puis une autre personne pour le Costa Rica. Et après, il me tenait vraiment à cœur d'essayer d'aller faire des enquêtes de terrain donc, dans les 2 pays en question, donc au Costa Rica et en Colombie, en suivant le fil des agents, donc en suivant leur travail et leur mission aussi, puisque ce sont des personnes qui réalisent des missions pour faire le suivi des prêts par exemple. Donc dans les capitales d'abord, donc au Costa Rica à San José, où là j'ai plutôt parlé à des agents ministériels, donc du ministère de l'Environnement, ministère des Finances aussi, puisque je me suis intéressée à un autre instrument plutôt sur un volet budgétaire qui vise à évaluer le budget de l'État et ses liens avec l'environnement, ses impacts, etc. sur les questions environnementales. Et en Colombie, j'ai un peu réalisé la même chose avec un focus plutôt là sur le bureau hors siège de l'AFD à Bogota, puisqu'il a été créé en 2010 avec une 30aine de personnes, donc c'est quand même un bureau assez important. Et là, avec une méthode plutôt ethnographique et des entretiens auprès de ces acteurs-là, des moments aussi d'observation, des despedidas, donc des moments plutôt de sociabilité de ces professionnels qui partent, et donc qu'est-ce que ça pouvait aussi m'apprendre sur ce que c'est un professionnel du développement, comment il vit sur place, quels sont les partenaires aussi de l'agence avec l'État colombien et d'autres partenaires plus ONG, etc. Et ensuite j'avais envie de sortir des capitales, parce qu'il me semblait assez important de voir la politique publique sur la question forestière notamment dans la mise en œuvre, en allant scruter le fonctionnement au quotidien de projets plutôt donc sur ces paiements pour services environnementaux, mais depuis des ancrages territoriaux et plutôt ruraux, où là au Costa Rica j'ai eu l'occasion de partir à Puerto Viejo de Sarapiquí, donc c'est à 2 heures de la capitale. C'est un moyen vraiment de découvrir un autre Costa Rica avec un autre visage, puisque on est quand même sur des cantons avec des problématiques plutôt de vulnérabilité socio-économique, un manque d'accès à l'eau pour certaines familles, donc on n'est pas exactement sur le même visage du Costa Rica que dans la capitale ou d'autres zones qui sont beaucoup plus touristiques. Donc là, je me suis rapprochée d'une ONG en particulier, qui est cette fondation avec laquelle j'avais fait mon mémoire, la Fundecor, et j'avais pu les suivre dans leurs activités quotidiennes, notamment des visites de terrain auprès des receveurs de ces paiements, pour aller les rencontrer, essayer de suivre les ingénieurs forestiers qui font des visites de parcelles pour voir l'état de la forêt, discuter avec le propriétaire, faire des mesures avec un GPS de la parcelle et voir son évolution, s'il y a des arbres qui ont été coupés ou pas.
Et j'ai un peu pu faire une cartographie des différents acteurs qui prennent part à la mise en œuvre de la politique environnementale au niveau local, donc des acteurs plutôt publics, la mairie de Puerto Viejo de Sarapiquí, une agence aussi, un fonds qui s'appelle le FONAFIFO, qui est le Fonds de financement forestier, donc qui appartient au ministère de l'Environnement costaricien, mais à un niveau plus déconcentré. Voilà, pour pouvoir voir un peu toutes ces interrelations, et j'essaie de mener en miroir la même chose en Colombie avec d'autres acteurs au niveau plutôt du département d'Antioquia, proche de Medellín, où là je me suis rapprochée d'une autre ONG qui s'appelle Más Bosques, qui est une corporation en espagnol, donc c'est difficile de traduire, mais ce serait comme l'équivalent d'une association, mais publique-privée, sans but lucratif, mais quand même avec un volet voilà, où il y a, en fait, ce sont des personnes qui sont globalement des consultants et consultantes qui travaillent pour des projets de conservation de la forêt. Donc l'enjeu n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais on est sur presque une entreprise publique-privée en fait. Et là c'était plutôt dans l'est d'Antioquia, donc voilà, une zone qui est relativement stabilisée sur le plan de la sécurité aussi, mais qui a d'énormes enjeux environnementaux, parce que beaucoup de ressources en eau, énormément de production aussi de fleurs, et donc beaucoup de pesticides utilisés dans ces productions-là. Et aussi parce que c'est un berceau du conflit armé en Colombie, en tout cas historiquement. C'était très intéressant d'aller croiser les deux cas plutôt dans la mise en œuvre. Merci. Et toi, Olivia, comment se caractérise ta méthode par comparaison ? Alors, c'est vrai que nos méthodes, elles peuvent être complémentaires, mais assez différentes quand même. Comme dans mes recherches, j'étudie une politique publique qui a été créée entre 2009 et 2012, donc qui remonte dans le temps. C'est le plan d'agriculture de faible émission de carbone brésilien, qui a été créé au niveau national, au niveau fédéral. Comme vous savez, le Brésil est un pays fédéral, donc les normes qui sont créées au niveau national ensuite peuvent être diffusées aux différents États du pays. Donc je me suis intéressée à ce plan en me posant des questions sur comment peut-on expliquer qu'un secteur ultra puissant comme celui de l'agriculture au Brésil a pu s'approprier de la question climatique. Un secteur qui pendant très longtemps a été assez climato-sceptique et réticent à la discussion de tout ce qui concerne les problèmes environnementaux et climatiques. Et du coup, comme je voulais comprendre qui étaient les acteurs qui ont porté cette politique, qui ont participé de sa construction, la première chose qui m'est venue en tête, c'est d'aller regarder le document officiel de cette politique pour voir quelle était la liste d'acteurs participants. Ce qui est un peu rigolo et un peu anecdotique, c'est que dans ce plan, tu as une liste de 110 personnes, tu as les noms de ces personnes, mais tu n'as pas l'affiliation. Donc, je ne savais pas d'où sortaient ces gens. Donc, j'ai dû faire un peu la Sherlock Holmes et trouver des moyens de découvrir l'appartenance institutionnelle de ces gens. Donc, pour ce qui est de la méthode, à partir de ce moment-là où j'ai commencé, j'ai cherché sur Google, LinkedIn, j'ai parlé à des gens pour essayer de mettre vraiment le doigt sur l'affiliation institutionnelle de ces gens, parce que c'était quand même important. J'ai commencé à structurer ma recherche, 4 différentes méthodes d'enquête. Donc j'ai fait de l'observation participante, j'étais observer des réunions d'une organisation qui s'appelle la Coalition Brésil Climat, Forêt, Agriculture, qui affilie des acteurs comme le nom indique, des défenseurs de l'environnement, des industries de l'agriculture et aussi des chercheurs par exemple. Donc j'ai observé des réunions de ce groupe, j'ai fait de l'analyse documentale, donc énormément d'archives, de tout ce qui est politique du gouvernement brésilien.
et aussi des entretiens semi-directifs avec les personnes qui ont pris part à la construction de cette politique. Ce qui est intéressant et ce qui a ressorti assez rapidement, c'est que la majorité de ces personnes, de ces 110 personnes qui ont participé à ce processus, sortaient de l'Embrapa. L'Embrapa qui est l'entreprise brésilienne de recherche agricole. Donc la plupart de ces personnes étaient des ingénieurs agronomes qui faisaient un peu du coup ce lien entre tout ce qui était solutions techniques et pratiques et l'adaptation de ces solutions pour les politiques publiques. Et qui aussi, dans mes recherches, je suis ce type de pistes de liens, c'est qui ont fonctionné un peu comme des brokers, donc des médiateurs entre ce qui était attendu des environnementalistes, du gouvernement et les intérêts du secteur de l'agrobusiness. Et pour essayer de comprendre encore mieux les liens entre ces différentes personnes, les idées qu'ils apportaient, les intérêts qu'ils défendaient, j'ai pris toutes ces données qualitatives et je les codais pour essayer de construire des sociogrammes. J'ai réussi grâce à l'aide d'une statisticienne du CIRAD. Nous avons construit des sociogrammes, c'est-à-dire des graphes qui nous montrent les relations entre les différents acteurs qui ont fait partie de ce processus. Donc des graphes qui vont nous donner à voir vraiment de façon matérielle comment ces acteurs se positionnaient, comment ils travaillent ensemble, quel type d'interaction ils ont eu entre eux. Et c'est vachement intéressant quand on se pose des questions sur les enjeux de pouvoir, sur les rapports de pouvoir. Donc qui est au centre, qui est à la marge et comment les idées circulent. Minha grandeza, minha grandeza cantável, minha grandeza, minha grandeza cantável. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur des exemples concrets, des études de cas, des personnes, des trajectoires individuelles ou des études de cas plus ciblées pour essayer de rendre compte aux auditeurs et auditrices de manière plus concrète quels sont les effets de ces politiques ou comment les acteurs en fait justement évoluent au regard de ces politiques. Toi, Livia, est-ce que tu as un exemple en tête Trop bien, vous voulez écouter ce qu'on a vu sur le terrain, c'est génial. Alors moi, comme je disais, j'ai pas mal fait d'entretiens, donc surtout des entretiens avec des ingénieurs agronomes, donc de personnes qui sont plus ou moins habituées à adapter leur discours, à nous raconter un peu aussi ce qu'ils veulent mettre en avant. Mais j'aimerais bien partager une anecdote, un cas que je n'ai pas pu interviewer cette personne en question, mais j'ai observé cette interaction et c'était assez parlant. Vous allez me dire ce que vous pensez. Alors, donc, comme je disais, j'ai fait des observations de réunions de la coalition Brésil Climat-Agriculture et lors d'une de ces réunions, à l'époque, c'était peut-être fin 2018-2019, il y a eu une réunion où Blairo Maggi, qui à l'époque était ministre de l'Agriculture, a été invité en compagnie de Sarney Junior, qui était ministre de l'Environnement. Et les deux étaient assis au centre de la salle et discutaient entre eux à partir d'une modération qui leur posait de questions. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, Blairo Maggi, c'est un des plus grands producteurs de soja dans le monde. Donc il est connu sous le titre du roi du soja. Et c'est quelqu'un c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Et c'est quelqu'un qui a ingressé qui s'est intégré dans la politique brésilienne assez tôt. Parce que les acteurs de l'agrobusiness brésilien ont eu comme stratégie politique de se présenter en tant que de parlementaire. Donc Blairo Maggi, il a été député, sénateur, enfin.
Et là, il était ministre sous Bolsonaro ? Il était ministre sous Temer. D'accord, ah oui. Sous Temer, donc le gouvernement intérimaire entre la destitution de Dilma Rousseff et l'élection de Bolsonaro. Et Blay Domage, c'est quelqu'un qui a toujours eu des positionnements très polémiques. Donc, je sais pas, dans les années 2000, il avait dit au New York Times qu'il s'en foutait de la déforestation et que c'était pas l'agrobusiness qui causait cette déforestation. Et ce qui était un peu paradoxal, donc, c'était de voir cette figure-là parler d'environnement, de changement climatique et comment le secteur de l'agriculture devait s'approprier de ces questions-là, pas comme un frein, mais comme une occasion d'augmenter ses ventes. Et là, il commence à raconter un voyage qu'il a fait en Californie pour aller visiter des industries de production de viande végétale. Donc, comment le soja qu'il produit, bien entendu, pourrait être transformé en alternative à la viande animale. Et du coup, c'était assez anecdotique, assez caractéristique de la vision que ces acteurs-là peuvent avoir sur la transition écologique, si vous voulez. Merci beaucoup pour cet exemple qui est vraiment très parlant. Toi, Juliette, est-ce que tu as d'autres exemples à nous raconter sur ton terrain ? Peut-être un exemple qui, je pense, pourrait rentrer en dialogue sur certains points avec celui de Livia. Là, je vais vous amener sur le terrain plutôt costaricien, puisqu'il y a un peu moins de travaux de recherche peut-être que sur la Colombie. Donc en Amérique centrale, au Costa Rica, là, je vais parler de Sarapiquí. Donc on est à 2 heures de la capitale, où c'est une région où il y a beaucoup d'écosystèmes d'une extrême richesse, qui est souvent réputée comme le poumon vert du Costa Rica, avec beaucoup de forêts et un fleuve, le fleuve Sarapiquí, qui est emblématique et très important. Il y a beaucoup de touristes qui viennent faire du rafting, etc. Sur ce fleuve. Mais comme je disais, il y a des conditions socio-économiques quand même assez vulnérables. En fait, dans l'enquête de terrain, j'ai eu l'occasion de suivre un ingénieur forestier qui travaille pour l'ONG La Fundecor. Et donc on part en 4x4 avec lui et une autre personne qui est aussi ingénieur forestier, qui travaille cette fois pour l'État, donc le côté du fonds du financement de la forêt, du côté du ministère de l'Environnement. Et donc ils sont tous les deux très amis, on part ensemble pour aller rendre visite à un propriétaire qui reçoit des paiements pour services environnementaux. On fait plusieurs heures de route et on arrive à la parcelle de cette personne. Et déjà je constate que c'est quand même quelqu'un qui a relativement des moyens, disons. Il y a une très grande allée cimentée sur laquelle on peut avancer jusqu'à sa maison. Donc une finca quand même assez grande, avec beaucoup de manguiers qui ornent l'allée cimentée. Et on part ensemble sur sa parcelle à pied et il me montre en fait une partie de la parcelle qui reçoit des paiements pour services environnementaux qui en fait contient des arbres qui sont en pleine pousse, qui sont des arbres de mélina qui poussent assez vite. En fait c'est une parcelle plutôt de plantation en fait, donc pas de forêt naturelle. Là c'est vraiment un paiement qui est perçu pour replanter des arbres. Et dans ce cas-là, donc, le propriétaire m'explique qu'en fait ces arbres sont destinés à être coupés pour un usage commercial. Et en fait petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, il m'explique que ces talimas vont servir à construire des palettes qui vont servir elles-mêmes à transporter de l'ananas. À ce moment-là, je comprends que le secteur agro-industriel, puisque c'est plutôt des monocultures d'ananas avec des très grandes entreprises multinationales comme Dolé par exemple et d'autres qui sont présentes sur le territoire, donc se connecte avec des acteurs qui sont plutôt de la conservation environnementale. Pour moi, c'est assez intéressant de voir comment ces deux secteurs-là se connectent et comment on a des usages vraiment différents mais qui se jouxtent complètement d'une parcelle à l'autre entre la monoculture d'ananas et juste à côté une forêt
cette fois naturelle, et puis là sur cette parcelle, une plantation. Donc c'est assez intéressant de voir la multiplicité des usages de la terre. Juste pour vous raconter un peu sur les monocultures d'ananas sur le territoire de Sarapiquí, c'est une monoculture qui est en plein essor et qui a des gros impacts environnementaux qui sont parfois invisibilisés, en tout cas depuis le nord, qui sont souvent méconnus. En fait, l'ananas costaricien, c'est beaucoup de pesticides pour pouvoir les produire. Il y a énormément donc, de pesticides, et donc ça implique des pollutions, notamment des nappes phréatiques, sur un pays qui est quand même vulnérable au changement climatique, puisque dans les tropiques, et aussi parce qu'il risque d'y avoir des enjeux de sécheresse dans le futur. Donc si on commence à polluer les nappes phréatiques, il peut y avoir des impacts aussi sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau, une autre qualité. Et de plus, on a vraiment des changements importants où on va avoir des forêts qui sont coupées, et parfois la plantation d'ananas se fait à même le sol, ou dessous, si on creuse, on a des bouts de forêt. Donc c'est vraiment un enchevêtrement de ces différents usages qu'on peut voir même matériellement. Et en plus, on a souvent des espèces qui sont OGM dans le cas du Costa Rica, donc ce qui rentre vraiment en contradiction avec l'image d'une pionnière verte de ce pays, qui est quand même pionnier sur un très grand nombre de politiques publiques. Donc ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des politiques avant-gardistes sur des aires de conservation, etc. Mais voilà, en fait, ce projet-là dans cette parcelle, pour moi, ça a été l'occasion de voir d'une part qu'il y avait vraiment une continuité dans le modèle agro-exportateur du Costa Rica, avec à l'époque, dès la colonisation, des plantations de bananes, de café, etc. Et ensuite, on a une restructuration de ce modèle agro-exportateur pour aujourd'hui arriver à des cultures plutôt autour de l'ananas. Et ça m'a permis aussi d'essayer de comprendre quelles sont les différentes formes de paradoxes qu'il peut y avoir entre ces différents usages, avec d'un côté des acteurs plutôt de l'extractivisme, disons, si on emploie ce terme pour le secteur agricole, qui quand même contribuent d'une certaine façon à des projets de ce type labellisés comme étant de conservation environnementale par cette ONG. Donc on voit des liens et des paradoxes assez forts. Et pour moi, c'était aussi une observation qui m'a permis de comprendre comment le Costa Rica, en fait, historiquement, s'est construit comme un pays qui est une forme d'éco-laboratoire sur beaucoup de politiques publiques environnementales. Et là, à une micro-échelle, on a à nouveau ce micro-laboratoire du capitalisme vert qui est présent ici, et qui repose sur des mécanismes assez innovants qui allient capitalisme et environnement. Inadiável coração, em doido horizonte batas, numeroso minha grandeza. Donc ça y est, cet épisode de la Panaméricaine touche à sa fin. Mais avant de libérer nos auditrices et auditeurs, et de vous libérer aussi, on voudrait que vous nous recommandiez un livre, un film, une musique, une série, une exposition, quelques recommandations culturelles que ce soit, pour que nous puissions approfondir le sujet sous d'autres formats. Moi, je pourrais vous recommander un roman que j'ai adoré qui s'appelle Limon Blues de Ana Cristina Rossi. En fait, elle est née au Costa Rica et ensuite elle a énormément voyagé. C'est un roman de 2005 qui porte sur des récits plutôt sur Puerto Limón, donc c'est la côte caribéenne du Costa Rica, un gros port important du Costa Rica. Et il me semblait assez chouette de vous recommander ce roman parce que ça retrace la vie d'Orlando qui quitte la Jamaïque pour rejoindre le Costa Rica pour travailler dans une plantation. On est en 1904. Et c'est un roman aussi qui porte sur l'amour, qui essaye de déconstruire le discours patriarcal, et en plus de ça qui va essayer de montrer l'engagement militant sur les droits des Noirs à cette époque-là. C'est aussi un moyen de réinterroger
l'identité costaricienne qui s'est beaucoup concentrée sur la blanchitude et sur une image du colon blanc venu d'Espagne et qui est vraiment l'objet aussi de toute l'industrie touristique costaricienne et qui invisibilise aussi toutes les personnes dans leur diversité et qui aussi contribuent à faire l'identité du Costa Rica, souvent méconnue, donc des populations indigènes ou dans ce cas des personnes afrodescendantes qui composent aussi l'identité multiple de ce pays qui, même s'il est tout petit, il regorge vraiment d'une très grande diversité. Merci Juliette. Et toi Livia, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Alors, moi j'ai pensé à 2 bouquins que j'ai eu le plaisir de lire ces derniers temps et que je trouve que ça a un peu les 2 côtés de mon objet de thèse. Donc le premier, c'est un bouquin qui s'appelle « L'autre côté du rêve » de Ursula Le Guin, qui date de 1971. Et ce qui est génial, c'est un bouquin de science-fiction, une dystopie. Et c'est considéré un des premiers bouquins de climato-fiction. Donc un bouquin qui va vraiment parler de la fin du monde et de changements climatiques extrêmes, sans que pour autant, à l'époque, Le Guin ait décrit son bouquin comme ça. Donc c'est très chouette de penser aussi, la science-fiction nous permet d'imaginer les mondes futurs, soit des mondes dystopiques, soit des mondes utopiques. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir imaginer tout ça et de partager cette lecture avec Ursula Le Guin, qui est une des femmes écrivaines de science-fiction les plus reconnues aujourd'hui. Elles ne sont pas très nombreuses d'ailleurs, donc c'est chouette de faire ce type de lecture. Et l'autre livre, c'est un livre brésilien, assez contemporain, qui a été publié en 2019 et qui s'appelle Charrue tordue. Ça a été traduit en français il n'y a pas très longtemps et c'est un bouquin de Itamar Vieira Júnior qui raconte l'histoire d'une population quilombola au nord-est brésilien, plus spécifiquement à Bahia, et qui nous donne à voir justement les conflits terriens et aussi les conflits par rapport aux idées, à la conception de ce qui peut être l'agriculture et ce que la terre peut nous apporter. C'est un très très beau récit qui nous fait voyager jusqu'à ce petit bout du Brésil. Merci beaucoup. Et on voulait signaler aussi, puisque vous allez publier, vous avez coécrit un petit article, c'est ça ? Oui, dans une notice dans le dictionnaire de l'écologie politique, il me semble, qui est à paraître. Exactement. Pour 2025. Tout à fait. Et Livia, tu avais aussi écrit la notice climatisation dans le dictionnaire politique de l'Amérique latine. Le dictionnaire politique de l'Amérique latine aux éditions de l'IHEL. Voilà, on fait aussi votre petite publicité. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues nous parler de tout ça au micro super. de la Panaméricaine. On espère que cet épisode a plu à nos auditrices et auditeurs et qu'ils se plongeront dans ces belles lectures proposées après avoir écouté notre épisode.